Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire d'une série consacrée aux restructurations d'entreprises. Alors, si vous n'avez pas pu assister au premier qui portait sur le choix du véhicule juridique, dites-le nous dans le chat et nous vous enverrons le replay et les documents associés. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Donc, elle est notée dans le chat. N'hésitez pas à y répondre. Quelles sont vos attentes sur ce sujet, sur le webinaire du jour? Bon, ce qu'il faut observer, en tout cas nous on l'observe depuis 30 ans chez Analyse et Action, c'est que la majorité des difficultés d'un projet de réduction d'effectifs ne naissent pas pendant la procédure, mais bien avant même que le projet soit totalement formalisé. Aujourd'hui, nous allons parler précisément de ce moment-là, c'est le kick-off invisible. Donc concrètement, après ce webinaire, vous repartirez avec des outils, une vision claire des étapes pour préparer cette phase et sécuriser quand même 70% de la suite. Donc, c'est pas rien. Et pour en parler, eh bien, aujourd'hui, nous avons deux expertes de terrain. Karen Tesson, qui est directrice de mission de restructuration chez Analyse et Action, et Nadia Godban, qui est DRH, désignée personnalité RH de l'année 2025 par les décideurs RH, et qui a vécu de l'intérieur et piloté le plan social des 1000 salariés de l'enseigne Jennifer, en plaçant la dignité humaine au cœur de son accompagnement. Alors, ce que je vais faire, c'est Karen, Nadia, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'occupe de passer les slides et je vais vérifier dans le chat. Et bon, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse, donc vous pouvez démarrer. Ok, donc merci Émilie. Donc je vais démarrer. Bonjour à toutes et à tous, comme je le disais. Donc la première chose, c'est donc dans la préparation, il y a 3 volets. Donc la procédure juridique, l'adhésion collective et l'enjeu stratégique. Donc sur la procédure juridique, respecter le droit ne suffit pas. La conformité légale, c'est un socle, et un socle qui est important, mais ce n'est pas une garantie de succès seulement. Sur l'adhésion collective, ce que je peux vous dire, c'est que sans adhésion, la procédure se heurte à la résistance, au désengagement et à la perte de confiance. Et par rapport à l'enjeu stratégique, l'enjeu, il est à la fois humain, organisationnel, il engage la crédibilité de la direction et la pérennité de l'entreprise. À savoir que 80% des difficultés rencontrées lors d'une restructuration naissent avant la première réunion formelle, donc avant la R1. Le constat issu de mon expérience terrain et d'expérience terrain en général révèle un angle mort qui est majeur, celle de la phase de préparation qui est systématiquement sous-estimée et qui est importante. Alors, prochain slide. Alors, pourquoi les restructurations dérapent? Les restructurations ne déraillent pas à cause d'un mauvais plan social. Elles échouent parce que le terrain n'a pas été préparé en amont. 4 facteurs reviennent de manière récurrente dans les situations de crise. Premier facteur, le narratif est instable. Le deuxième facteur, ce sont les rumeurs internes. Le troisième, des managers qui ne sont pas préparés. Le quatrième, l'absence de pilotage du climat social. Sur le narratif instable, le discours de la direction change, se contredit ou reste flou. Les collaborateurs donc perdent leurs repères et la confiance s'effondre parce qu'il n'y a pas de discours qui est aligné. Sur les rumeurs internes, donc
en l'absence de communication qui est structurée, ben, l'information, elle circule vite et de manière informelle. Elle peut être amplifiée, elle peut être déformée. Donc, sur les managers non préparés, donc, on sait bien ô combien les managers de proximité sont les premiers interlocuteurs des équipes et ils sont alors à ce moment-là mis devant le fait accompli, sans outils ni posture adaptée et donc on les met en difficulté. Sur l'absence de pilotage du climat social, donc ce que je peux vous dire que sans indicateur ni dispositif de veille, les tensions montent sans que la direction en ait conscience jusqu'au point de rupture. Donc le pilotage, il se fait en amont et pas au moment de l'annonce. Alors, là, on va parler des 8 dimensions du kick-off. Un kick-off de restructuration réussi repose, selon nous, en tout cas, sur 8 dimensions interdépendantes. Négliger l'une d'entre elles fragilise l'ensemble du dispositif. Chaque dimension doit être anticipée, documentée et pilotée activement. Donc, vous avez la première dimension qui est la gouvernance et l'arbitrage. Donc, c'est définir les cercles de décision et les niveaux de validation. Sur la communication, c'est bien structurer les messages clés et séquencer leur diffusion auprès des collaborateurs. Troisième dimension et non des moindres, la santé mentale et les RPS. Donc, mettre en place des dispositifs de prévention et d'écoute en amont. Le quatrième, non des moindres également, c'est l'alignement du CODIR, garantir une voix unique et cohérente au plus haut niveau, donc la même voix, et ça c'est très important. Donc, le dialogue social, donc préparer les échanges avec les IRP et le CSE en amont, comme je vous le disais tout à l'heure. Ne pas oublier que l'activité continue et qu'elle va continuer. Donc, on est là pour garantir la poursuite des opérations, la poursuite du business pendant la transition. Avant-dernière donc dimension, le calendrier. Alors, c'est bien évidemment synchroniser les jalons juridiques, sociaux et opérationnels. Bien évidemment, c'est une procédure avec des contraintes légales. Et ça, c'est important de l'avoir en tête et de bien le préparer en amont. Et la dernière dimension, c'est le climat social et c'est de mesurer et piloter en continu le ressenti des collaborateurs tout au long de la procédure. Voilà pour les 8 dimensions du kick-off. Karen y reviendra un peu plus tard et fera certains liens par rapport à ces 8 dimensions qui nous semblent importantes et qui doivent être anticipées. Alors, on peut passer au prochain slide. Je vais, Nadia, merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un sondage avec cette question parmi les 8 dimensions. Quelles sont les deux les plus importantes pour vous? Donc, pour toutes les personnes qui sont en direct, vous retrouvez donc dans la partie sondage, voilà, et vous pouvez voter. Et je poursuis, enfin, vous poursuivez. Oui. Alors, je poursuis avec la phase invisible avant la R1, donc la réunion 1. Donc, avant cette réunion d'information consultation, il y a un travail vraiment souterrain décisif qui doit être mené par la direction RH et également par le CODIR ou le COMEX. C'est dans cette phase que se joue la crédibilité du projet et la capacité de l'organisation à absorber le choc. Donc, premier point, arbitrage, direction générale, actionnaire. Important de valider les scénarios, les périmètres impactés et les enveloppes budgétaires associées. Obtenir un mandat clair et sans ambiguïté de la gouvernance pour pouvoir arbitrer, valider et décider. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on en a déjà parlé, mais très important, la stabilisation du narratif. Donc, construire un discours cohérent, factuel, porteur de sens, le pourquoi
doit être limpide avant de communiquer le comment. Donc, les raisons du pourquoi on restructure est très, très importante et doit être claire pour l'ensemble des collaborateurs. Le troisième point, la préparation des managers. Former les managers à la posture d'écoute, aux réponses, aux questions difficiles et à la gestion des émotions de leurs équipes. Et le quatrième point, l'anticipation des réactions des salariés, cartographier les profils, identifier les populations sensibles et préparer des réponses adaptées à chaque segment et à chaque profil dans la mesure du possible. Très bien. Avant de lancer la prochaine slide, j'ai quelques résultats du sondage. On est à 75% sur la communication et 25% sur continuité d'activité. Donc, c'est vraiment les deux dimensions les plus importantes des personnes qui nous suivent là actuellement. D'accord. Donc, la cartographie des parties prenantes, donc dans une restructuration, chaque partie prenante occupe une position spécifique sur l'axe pouvoir-impact. Comprendre cette cartographie permet d'adapter la stratégie d'engagement, le niveau d'information et le calendrier de communication pour chaque groupe. Donc, adapter la stratégie d'engagement à chaque groupe est essentiel pour maintenir la cohérence du projet et prévenir les blocages qui pourraient y avoir par la suite. Et donc, je vais laisser la parole à Karen qui va prendre la main pour la suite. Merci. Nadia, donc effectivement, alors un peu simplifié des parties prenantes. Volontairement, avec Nadia, nous avons mis les salariés restants et sortants au cœur du dispositif, qui vont être, on va le voir après sur la matrice pouvoir-impact, c'est eux qui vont être le plus émotionnellement impactés. Et tout ce qui est partenaires sociaux, CODIR, DRH manager, c'est tout ce qui est dialogue social autour de ces salariés-là et principalement les salariés concernés. On a également mettre le DRH au cœur du dispositif, puisque c'est lui qui va être chef d'orchestre finalement de tout le dispositif dans cette phase de préparation et également tout au long des phases de consultation jusqu'à la notification des licenciements. Dans la cartographie, tous les acteurs qui peuvent être externes, comme avocats, comme la DRIETS aussi, les experts du CSE, les cabinets de reclassement, mais également les cabinets, tout ce qui est diagnostic SSCT, et puis tous les autres partenaires. On parle de situations particulières en cas de redressement et liquidation judiciaire. Nadia, si tu veux confirmer peut-être une aparté sur ce sujet-là. Oui, je confirme effectivement dans le cas de procédures collectives, donc en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation, il y a ce qu'on appelle les organes de la procédure qui sont présents à nos côtés et qui sont partie prenante, donc les administrateurs judiciaires, les mandataires et le juge commissaire avec le tribunal. Très bien. Émilie, la suite? Alors, ici, vous voyez la cartographie stratégie pouvoir-impact. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a effectivement plusieurs zones. On peut voir la DRIETS et le CODIR qui sont plutôt très influents, mais qui ne sont pas impliqués émotionnellement. On voit que les salariés restants et sortants sont vraiment... alors, ils sont non influents, mais particulièrement émotionnellement impliqués. Et au centre, ceux qui sont les plus exposés sont tout ce qui est DRH, RH projet, RH, ça comprend tout le corps des ressources humaines, hein, évidemment, les partenaires sociaux, les managers, et puis plus au centre, les avocats et les cabinets. On aurait pu, dans cette cartographie, on peut retrouver facilement, on peut faire un lien étroit avec tout ce qui est dimension. On peut voir qu'entre le CODIR et DRH, partenaires sociaux et les managers,
il doit y avoir effectivement la dimension alignement et communication qui est indispensable. Sur la partie DRH, partenaires sociaux et managers, il y a tout ce qui est dialogue social et communication également. On peut, au niveau des salariés, ça va être tout ce qui est climat social. Et en fait, quand on reprend le triptyque DRH, partenaires sociaux, managers, ainsi que salariés restants et sortants, intégrer toute la dimension de la santé mentale sur ces zones de personnes et de parties prenantes. Ce qu'on peut retenir de cette cartographie, c'est que les plus impactés ne sont pas forcément ceux qui décident et que les plus influents ne sont pas ceux forcément qui vivent émotionnellement de ces projets de restructuration. RH, c'est aussi de faire la part entre ces deux réalités, entre le pouvoir et l'influence sur les personnes. J'espère que je suis assez claire. Je présente ici un RACI simplifié, parce qu'on en a un qui est beaucoup plus complexe. Donc l'idée, c'était de simplifier. C'est aussi de comprendre qu'il y a des zones floues et que pour qu'une communication soit claire et que tout soit bien aligné, il est très important de faire valider par le COMEX le rôle et responsabilité de chacun. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le matrice RACI. C'est un outil qui est très intéressant puisqu'il désigner un responsable d'action, un approbateur ou plusieurs, les parties prenantes qui sont consultées dans cette décision-là et les parties prenantes qui sont informées. Cette matrice doit être validée bien avant les phases pour se mettre d'accord de qui est responsable, qui décide, qui doit être consulté et qui doit être informé. On peut voir à travers cette matrice simplifiée que, par exemple, la décision stratégique revient bien aux membres du comité de direction, COMEX ou direction générale. On voit également que le dialogue social, la communication interne et la veille du climat social, le DRH en est responsable. Mais on peut voir aussi que le climat social, le DRH et les managers ont un rôle important au niveau des salariés. On peut voir également que la responsabilité juridique repose sur les avocats, mais que les managers ont d'autres responsabilités comme la communication et l'accompagnement terrain. On pourrait rajouter à ce RACI tout ce qui est client, partenaire, cabinet, etc. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous présenter quelque chose de simple et compréhensible et de dire, voilà, chacun a des rôles et ça doit être défini préalablement et que tout le monde doit être d'accord sur les rôles et les responsabilités qui sont attribuées à chacun. Alors, là, on passe au thermomètre émotionnel et on sait ô combien, durant les phases donc de restructuration et de réorganisation, que ça provoque un choc émotionnel qui est collective et qui suit une courbe qui est prévisible. Donc là, on parle de la courbe du deuil, je pense que vous connaissez sans doute tous et toutes. Donc comprendre ces phases, ça permet d'anticiper les réactions, d'adapter sa communication et de déployer les bons dispositifs d'accompagnement au bon moment. Donc la première phase, c'est la phase de sidération. C'est un effet de souffle initial. Les équipes sont figées, elles sont incrédules face à l'annonce. Donc, c'est le choc. Ensuite, il y a la peur, donc incertitude qui génère de l'anxiété, de l'angoisse. On a des projections qui sont personnelles et qui deviennent obsédantes, donc peur de l'avenir pour moi, pour l'entreprise, pour ma famille. Donc, beaucoup d'incertitudes sur l'émotion de la peur. Ensuite, il y a la colère. Donc, la frustration qui se transforme en opposition, en revendication et en tension sociale quand l'émotion de la peur est pressante. Ensuite, on passe à la résistance. Et là, on peut voir un désengagement passif ou actif, un ralentissement de l'absentéisme, du conflit, pour arriver à une phase donc d'acceptation. Et là, on est sur une progression vers de la compréhension, de l'adaptation, avec un début de reconstruction. Donc, dans chaque phase
requiert un registre de communication et d'action d'accompagnement qui sont spécifiques et il ne faut pas brûler les étapes. Et à savoir que certaines personnes peuvent être pas au même moment et et au même stade. Il y en a certains qui seront en sidération, d'autres peut-être qui seront en colère, d'autres peut-être qui seront dans la peur. Donc, bien identifier ça. Sur la sidération, par exemple, l'objectif, c'est de rassurer, de stabiliser. Donc, il faut reconnaître le choc. Message simple, factuel et répétition des messages. Sur la phase de la peur, l'objectif, ce sera de réduire l'incertitude avec des réponses qui sont concrètes, la transparence sur les impacts, ouvrir des espaces de dialogue et mettre des dispositifs d'accompagnement. Par rapport à la colère, là, c'est reconnaître la colère et la canaliser. Écoute active, posture respectueuse, donc on respecte la colère de l'autre et on explique en donnant du sens à ce qu'on dit. Sur la résistance, là, l'objectif, c'est de réengager et c'est d'impliquer. Et donc là, on va co-construire, on va faire participer, on va responsabiliser, on va apporter des solutions concrètes pour projeter vers l'avenir. Dans la phase d'acceptation, là, l'objectif, c'est projeter et c'est mobiliser. Donc là, une communication avec une vision sur le futur, avec des perspectives, on valorise les efforts et on donne du sens au projet. Donc voilà pour le thermomètre émotionnel. Et donc justement, pour revenir au thermomètre émotionnel, on a par exemple la résistance qui est souvent observée. Il faut savoir que la résistance, c'est aussi comme toutes les manifestations émotionnelles, sont des réactions à l'annonce. Et tout ça, on peut observer des différentes sources. La résistance, ça va être la peur de l'inconnu, évidemment. Ça va être le manque de communication. Ça va être l'attachement à des habitudes ou alors la peur de ne pas avoir assez de compétences. Et tout ça, effectivement, ça va créer des et sociaux qu'il faut savoir anticiper parce qu'il y aura un climat social qui sera tendu, une pression sociale importante, différentes populations, tu l'as dit Nadia, avec des gens qui peuvent être en colère et d'autres qui vont être effondrés, tenir ces fragilités-là et de toutes ces tensions dans l'organisation vont nécessiter forcément de mener des actions en interne. Les 3 premières actions qu'on pourrait donner, ça va être de comprendre déjà en anticipant tout ça, en soutenant aussi les équipes, en préservant la dignité. Tout ça, il y a plusieurs acteurs qui peuvent y participer. Donc, ça va être plutôt collectif entre un cabinet de reclassement, entre les DRH, les managers, les CODIR. Et tout ça, ça doit bien évidemment s'anticiper et se préparer au mieux. Du coup, il y a les facteurs de risque par la suite. Il y a 3 familles de facteurs de risque quand on quelque chose, un projet de restructuration, c'est l'insécurité de l'emploi et du travail, les craintes, incertitudes de l'avenir, c'est les dégradations des rapports sociaux en interne, un manque de reconnaissance ou de soutien, et puis ensuite les conflits de valeurs, perte de sens au travail. Si je pouvais faire une petite comparaison pour situer un petit peu ce que ça peut créer dans une entreprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment du Covid, c'était quand même une période où il y avait des fortes situations, dégradation dans les entreprises. Pourquoi? Parce que on avait des personnes qui avaient peur pour leurs proches, qui étaient très inquiets, qui étaient pro pour le vaccin. Et puis à côté de ça, on avait 2 personnes qui étaient contre le vaccin, qui étaient révoltées, qui ne voyaient pas cette situation-là. Et je ne sais pas comment vous avez vécu ça dans vos entreprises, mais à l'époque, dans la mienne, c'était les gens ne pouvaient plus se parler, ne se comprenaient pas parce que des personnes qui ne vivaient pas la même chose. Eh bien, c'est exactement pareil dans un projet de restructuration. C'est un moment de crise et du coup, dans l'entreprise, il va y avoir des salariés qui vont rester, des salariés qui vont partir. Donc, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui vont pas comprendre et il y en a qui vont être effondrés par la nouvelle et il y en a qui vont être en colère, il y en a qui ne vont rien dire. Et du coup, ces facteurs de risque-là, les comprendre, c'est aussi anticiper la période. Du coup, on peut repérer des signaux faibles qui se déclinent à 2 niveaux, qui vont être individuels ou collectifs.
Alors, on va avoir, point de vue individuel, ça va être des manifestations émotionnelles comme des peurs, des tensions nerveuses, un moral en berne. Ça peut être des manifestations physiques. Ça peut être également des manifestations cognitives comme la perte de concentration ou encore des erreurs. Et puis, d'un point de vue positif, eh bien, ce sont des palpables au sein des équipes et au sein des salariés. Ça peut être également une dégradation des conditions de travail, pas des conditions, de la qualité du travail, excusez-moi, fournie auprès des clients ou bien auprès des partenaires. Ça peut être aussi tout simplement une diminution de réunions ou dans des événementiels. Nadia, du coup, va vous partager des indicateurs à surveiller justement sur ces signaux faibles. Alors, les signaux faibles à surveiller avant même l'annonce officielle, parce que l'organisation, elle émet des signaux faibles qui trahissent la montée des tensions. Les détecter tôt permet d'intervenir avant l'escalade. Voici les 6 indicateurs critiques à monitorer en continu. Donc, les arrêts maladie, donc hausse inexpliquée de l'absentéisme, notamment de courte durée, signes de stress ou de désengagement, la fuite des talents, des départs qui sont spontanés de collaborateurs qui sont clés pour l'organisation, donc recherche d'un emploi active, détectée en interne. Donc ça, c'est important. Donc ça, parfois, vous avez certains collaborateurs qui viennent vous parler en vous disant « Attention, il y a quelqu'un qui est en recherche. » Donc attention à la fuite des talents, la perte de confiance. Donc, la question récurrente sur la stratégie, remise en cause publique des décisions managériales. Donc, faire attention aux personnes qui viendraient vous questionner constamment, et sur la remise en cause constamment, c'est qu'il y a une perte de confiance et bien évidemment qu'il va falloir y répondre, mais je vous dirai comment on peut faire. Le désengagement, là, c'est une baisse visible de la productivité, le retrait dans les réunions, une perte d'initiative individuelle. Les rumeurs, on en a déjà parlé, mais c'est quelque chose qui revient et qui reviendra tout le long, au-delà des restructurations, on le sait. Donc, circulation d'informations non vérifiées, amplification par les réseaux informels et par les messageries. Et la fatigue managériale, donc là, c'est l'épuisant de nos managers de proximité, leur isolement, la difficulté à tenir leur rôle de relais auprès de leurs équipes. Quand on a ces signaux faibles qui sont présents, l'objectif, c'est de clarifier encore plus la communication, d'être plus présent sur le terrain, de refaire peut-être des sessions avec les managers de proximité, de mettre ou de rappeler la cellule de mettre en place une cellule d'écoute ou de rappeler la mise en place de la cellule d'écoute, partager avec vos élus donc ces signaux faibles, faire du feedback également à la médecine du travail. Donc voilà, sur l'absentéisme et les arrêts maladie, il faut beaucoup d'écoute, de la proximité et de l'écoute RH. Sur les rumeurs, quand il y a une rumeur, message officiel. Très important, il y a plusieurs rumeurs, faut prendre la parole et donner le message officiel. Sur du désengagement, c'est donner du sens et avoir une présence terrain qui soit renforcée. Sur la fatigue managériale, donc il faut du soutien donc, aux managers avec de l'outillage, des outils à leur disposition, des Q&A qu'on peut mettre en place et qu'on peut faire évoluer également. Et sur la perte de confiance, il faut de la transparence. Et là, c'est à la direction générale de prendre la parole, aux actionnaires de prendre la parole pour pouvoir donc parler de stratégie et répondre aux questions récurrentes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les restructurations ne déclenchent pas des crises sociales, en fait. Elles révèlent des tensions qui sont déjà présentes dans l'organisation, soit qu'on n'a pas vu, soit qu'on ne veut pas voir. Est-ce que quelque part, on peut dire que justement, ça les amplifie vraiment, ça les fait naître en fait. C'est un événement qui vient catapulter en fait
Oui, tous ces signaux qui sont déjà oui. dans l'entreprise. Ça les fait naître, ça les révèle en fait. Ça les révèle. Oui. Bon. Je fais un tour juste dans le chat pour voir les commentaires. Alors, on avait, c'était notamment par rapport aux besoins. Oui, c'est ça, aux besoins, c'est d'avoir des bons réflexes. Voilà, c'est assez large, mais je pense qu'on en parle justement, avoir une bonne connaissance aussi du sujet. Voilà, donc on peut poursuivre. On peut poursuivre sur donc, les risques multidimensionnels. Une restructuration qui est mal préparée, elle ne génère pas un seul type de risque. C'est une cascade d'impacts qui sont interdépendants les uns aux autres. Chaque dimension amplifie les autres si elle n'est pas traitée de manière proactive et surtout coordonnée. Donc, bien évidemment, l'impact humain, une restructuration, on pense d'abord à l'impact humain. Donc, des risques psychosociaux, un désengagement massif, de la perte de sens. Les collaborateurs qui restent sont aussi impactés que ceux qui partent. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc, c'est important de penser à ceux qui vont rester et continuer donc la route avec l'entreprise. Donc, l'impact du business, donc baisse de productivité, perte de clients, retard des projets. L'activité se dégrade avant même la mise en place et la mise en œuvre du plan. Donc ça, c'est hyper important de faire attention. Si on se restructure, c'est généralement qu'on souhaite trouver une solution pour la pérennité de l'entreprise. Donc attention au business à ce moment-là et à son impact. L'impact juridique, il y en a. Et donc là, il faut être vigilant sur les contentieux individuels ou collectifs, la risque de contestation de PSE, par rapport à la mise en cause de l'obligation de sécurité de l'employeur. Et c'est là qu'il faut être accompagné et ne pas négliger l'impact juridique qu'il peut y avoir après une restructuration. L'impact réputationnel également. Donc, qu'est-ce qui va être dit de nous dans les médias? Ça peut être une couverture médiatique qui est négative. Un impact sur la marque employeur également de l'entreprise. Difficulté à recruter pendant des années ou pendant la période également. Donc voilà, quatre risques avec 4 impacts qui nous semblaient importants de partager avec vous. Alors, avec versus sans kick-off structuré. La différence entre une restructuration pilotée et une restructuration subie se joue dès les premières semaines. Ce qu'on observe concrètement sur le terrain, c'est la qualité de la préparation. Le kick-off, il n'éliminera jamais les difficultés, mais il les rend gérables et permet de garder une initiative plutôt que de subir les événements. Il vaut mieux être acteur des événements que de les subir. Données clés également qu'on voulait vous partager, certains chiffres parlent d'eux-mêmes. La préparation humaine et managériale d'une restructuration n'est pas un nice to have, c'est un facteur déterminant de réussite. 70% des échecs des transformations selon McKinsey n'atteignent pas leurs objectifs. Pourquoi ? En raison de la résistance des collaborateurs et du manque d'accompagnement managérial. 6 échecs, donc c'est 2 raisons. Résistance des collaborateurs et manque d'accompagnement managérial. Moins 25% de chute d'engagement. Gallup observe une baisse de 20 à 30% de l'engagement des salariés pendant une restructuration, impactant directement la performance opérationnelle et effectivement le business. Les facteurs RPS, donc l'ANACT identifie la perception d'injustice comme le premier facteur de risque psychosociaux en contexte de restructuration. Voilà pour les données clés. Alors, sur le retour d'expérience terrain que je peux vous faire, donc sur le retour issu de restructuration accompagné avec succès, Converge
5 pratiques déterminantes qui ont permis de contenir les tensions et de maintenir la cohésion. Donc, la préparation du narratif, vraiment travailler en amont auprès des relais internes sur le pourquoi et être honnête sur les impacts et les conséquences. La formation des managers, session dédiée sur la posture d'écoute, sur la gestion des émotions, sur les réponses aux questions sensibles, outillage concret avec des Q&A, avec de la sensibilisation, de la formation. C'est très important pour nos managers de proximité. La communication également en continu, un flux d'informations régulier, même en l'absence de nouveautés. Même s'il n'y a pas de nouveautés, il faut prendre la parole pour dire qu'il n'y en a pas. C'est très important, sinon ça laisse place aux rumeurs. Donc, et le silence, il est toujours interprété négativement. Donc, le vide, c'est pas bon. D'autres prennent la place à ce moment-là. La cellule d'écoute, donc des dispositifs psychologiques accessibles dès l'annonce, avec des professionnels externes formés au contexte de restructuration. Vous avez des cabinets qui sont spécialisés en santé mentale et en risques psychosociaux pour vous accompagner avec des psychologues du travail qui connaissent ce sujet. Et donc, ça, c'est important. Les tensions contenues. Donc, le résultat observé, c'est que les conflits n'ont pas été supprimés, mais ils sont canalisés. Donc, permettant un dialogue constructif, surtout avec vos élus. Et ça, c'est très important. Sans les élus, on ne fera rien. C'est important de dialoguer, de communiquer avec eux et d'établir une relation de confiance et un dialogue constructif. Voilà. Donc, on vous a mis une petite checklist avant la R1. Donc, cette checklist, elle repose donc, voilà, sur 5 points. Un narratif stabilisé, on le redit, mais c'est très important. Un codir aligné, des managers préparés, une cellule d'active activée et un plan de communication qui soit prêt. Donc, le discours, il doit être clair, cohérent, validé par la direction générale. Les éléments de langage sont prêts et ils sont testés. Très important, donc, d'avoir les mêmes et de les tester. Un codir aligné, donc c'est tous les membres du comité de direction qui portent le même message et s'engagent publiquement auprès de tous les collaborateurs dans la démarche. Des managers préparés, donc comme on vous l'a dit, session de formation réalisée, kit de réponse distribué, point de contact identifié pour le support, cellule d'écoute activée, dispositif opérationnel dès le jour de l'annonce avec numéro dédié, psychologues externes mobilisés, qui peuvent être sur site également, ça peut être bien, et un plan de communication qui est prêt, séquençage validé, support rédigé, les canaux sont identifiés, le calendrier synchronisé avec la procédure légale. Attention, très important, donc comme interne et comme externe. Alors, juste un point de vigilance, si l'un des 5 prérequis n'est pas rempli, il est recommandé de différer le lancement de la R1. Vaut mieux différer une R1 que de ne pas être prêt. Chaque lacune identifiée à ce stade se transformera en difficulté amplifiée une fois la procédure engagée. Le coût d'un report est toujours inférieur au coût d'un dérapage social ou juridique. Très bien. Ce que je vous propose, il nous reste à peu près 7 minutes. Je vais juste lancer un sondage. Alors, un sondage, c'est plutôt une question, mais que vous pourrez retrouver dans le sondage. Et c'est pour savoir quels sont les outils dont vous auriez besoin. Donc, j'ouvre les votes. Et je rappelle juste que vous allez pouvoir également télécharger et on va vous envoyer, si vous le souhaitez, ce document pour que vous ayez vraiment ça sous les yeux. Donc, n'hésitez pas également à nous transmettre votre adresse mail dans le chat. Et puis, je vous laisse conclure, mesdames. Oui, conclusion. Donc, ce qu'on peut vous dire, et donc Karen rajoutera ce qu'elle voudra, c'est que le kick-off, ce n'est pas une formalité administrative. C'est vraiment un outil de sécurisation qui est stratégique, qui protège l'entreprise, les collaborateurs et les dirigeants.
La restructuration, c'est un moment de vérité managériale. La manière dont elle est préparée, annoncée et conduite définit la confiance que les équipes vont vous accorder ou pas à la direction pour les années à venir. Donc, important d'anticiper, préparer chaque dimension avant la R1 pour garder l'initiative, aligner une voix unique du COMEX au manager de proximité, accompagner, et pour cela, il faut placer l'humain au centre du dispositif, du premier jour au dernier. Je ne sais pas si Karen, tu veux rajouter quelque chose. Alors moi, j'aime beaucoup cette comparaison un peu imagée, mais c'est un peu paquebot, je trouve. Une entreprise, c'est un gros paquebot avec ses équipiers et ses salariés dedans. Et tout ce bateau doit arriver à destination. Les passagers doivent descendre vers une nouvelle vie ou un nouvel avenir. Et pour moi, tous les partenaires, tous les acteurs, toutes les parties prenantes de ce système qui sont dans le bateau font partie intégrante de cet accompagnement de ces salariés vers ce nouvel avenir. Je trouve que c'est très important que cet accompagnement, effectivement, place l'humain au cœur de tout ça pour arriver à l'objectif final, c'est quand même la réussite du projet de la restructuration. Et c'est vrai qu'en tant que cabinet de restructuration, d'accompagnement à ces projets-là, impliqué en amont dans les phases d'anticipation et avant la R1, plus on apporte aussi notre pierre à l'édifice et plus cette phase plus cette phase de façon à ce que si on apporte notre pierre, on va accompagner à l'intérieur et ça va avec la communication, la cohérence et ça rentre totalement dans les dimensions qui ont été présentées au début. Donc voilà, c'était le partage que je pouvais faire sur cette conclusion. Oui. Très bien. Il nous reste à peine 3 minutes. On a Bérénice qui nous disait pour ma part, les partenaires sociaux sont un réel acteur dans la communication pendant la période PSE. Et nous avons donc mis en place une coordination DRH-CSE pour la communication interne. Oui. Oui, tout à fait, Bérénice. Oui, je vous rejoins et c'est essentiel et vital pour pas qu'il y ait de dissonance, effectivement. On a vu aussi dans certaines entreprises, il y avait, nous, dans certains projets, il y avait des réunions de coordination comme ça, mais aussi avec les managers, on voyait les mêmes dispositifs où les managers avaient une première source d'information qui était en lien avec les collaborateurs ou avec le CSE, mais ils avaient une autre source d'information qui était plutôt vue entre la direction et les managers eux-mêmes. C'était comme un petit cercle fermé où ils se sentaient un peu privilégiés et ils pouvaient poser toutes leurs questions en toute transparence et recueillir pour ensuite et ça sur le terrain. C'est tout aussi important, je trouve, de faire ces petits temps avec ces partenaires-là. Parfait. Est-ce qu'on lance un sondage sur comment pensez-vous qu'un manager puisse être impliqué? Voilà, n'hésitez pas à répondre dans le chat à cette question. Voilà, il nous reste quelques secondes. Est-ce que Nadia, Karen, vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que des personnes ont demandé des outils Alors, parce qu'on a plusieurs outils à disposition et voilà, donc non, mais on a posé la question dans le chat. Voilà, j'ai donc donné l'adresse mail pour que chacun puisse justement faire cette demande aussi anonymement. Voilà, il y a Peggy qui nous envoie quand même son adresse mail, donc on va envoyer les outils. N'hésitez pas à nous demander, à nous dire quels sont les outils, même si on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais de quoi vous auriez besoin.
Et je regarde juste le sondage sur les 8 dimensions, mais c'est vrai qu'on était vraiment sur les outils de communication, un besoin de continuité d'activité, donc d'avoir des outils, des méthodes. Bon, voilà, principalement. Ok. Alors, j'ai une dernière question. Le max, voilà, il y a Carole qui dit le max, le maximum. Bon, soutien certainement aussi. Oui. C'est important. Hein. Oui, on le fera. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Karen et Nadia. N'hésitez pas à vous inscrire sur la page, la chaîne, pardon, Analyse et Action. Et puis en attendant, on se retrouve pour le prochain où vous aurez bien sûr la date indiquée. Voilà, merci de nous suivre et puis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.